Bonjour, je m'appelle Marion de Sengravel. Je suis scénariste et réalisatrice. Pour raconter en quelques mots mon parcours, j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle la Fémis. Ensuite, j'ai fait plusieurs courts-métrages, dont Fatia a été le dernier. Et là, je viens de terminer mon premier long-métrage qui s'appelle Les Meilleurs et qui devrait sortir, si tout va bien, s'il n'y a pas de nouveau confinement à la fin de l'année. Fatia, c'est l'histoire d'une jeune fille voilée qui se rend à un rendez-vous, qui veut remplacer sa cousine pour se rendre à un rendez-vous d'embauche pour faire du babysitting. Elle pense que ça va être une journée normale de travail, comme elle en a déjà fait à plusieurs reprises. Sauf que la femme qui se retrouve face à elle est gênée par son voile et refuse de l'employer. Et ce geste de refus va avoir des répercussions sur Fatia, mais aussi indirectement sur ses relations avec ses copines. Oui, oui, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Je pense que pour faire un film, il faut que le sujet nous habite, parce que faire un film, c'est un parcours du combattant. Donc, si on n'est pas intimement convaincu que ça vaut la peine, on n'a pas l'énergie d'aller jusqu'au bout. C'est des sujets qui me tiennent à cœur. Bah, par exemple, la question du voile, notamment parce qu'en fait, moi, dans mon parcours, j'ai beaucoup travaillé dans une association. On faisait du soutien scolaire. Je suis restée pendant 7 ans dans cette association. Donc, j'ai vu grandir des adolescents qui habitaient à la Goutte d'Or, qui est un quartier populaire du nord-est parisien. Et certains des jeunes que je suivais ont commencé à porter le voile à arriver à 15, 16, 17 ans. Et c'est quelque chose qui m'a pas mal questionnée, parce que moi, je les avais connus plus jeunes, je les ai vus se voiler devant moi. Personnellement, je suis une famille athée, donc ça m'a posé pas mal de questions. Et j'ai beaucoup dialogué du coup avec elles pour essayer de comprendre ce qu'elles y mettaient, qu'est-ce que ça représentait pour elles, etc. Et cette histoire en fait du babysitting raté, c'est une histoire qui s'est pas passée dans un supermarché, qui s'est pas passée exactement comme ça, mais cet acte en fait de refus, de rejet de la part de la mère de famille, c'est quelque chose qui m'a été raconté en fait. Et j'avais trouvé ça assez saisissant parce que je trouve que c'est une situation hyper complexe où moi je peux comprendre aussi bien la mère de famille que Fatia en fait, et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre les deux personnages. Et donc c'est de là d'où est venue l'envie de faire le film, et c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire. Et j'ai remarqué aussi une chose, c'est que quand on parle des filles voilées ou des femmes voilées dans les médias ou dans d'autres œuvres, souvent on les réduit à leurs conditions. En fait, on les voit que sous le prisme de leur voile. Et ce qui m'intéressait aussi avec la bande de copines et tous les intrigues secondaires autour de cette histoire de garçons, de trahison, etc., c'était justement rappeler que Fatia, c'est avant tout une ado. En fait, une ado, une jeune adulte qui, oui, elle porte un voile, mais oui, elle s'intéresse aussi à ses histoires avec ses copines, etc. Et c'est cette complexité-là, un petit peu, que je cherchais en mêlant ces différentes thématiques. Ben, on a vu énormément de monde en casting. Moi, c'est l'étape que je préfère, je crois, dans la fabrication d'un film. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a vu les gens. En fait, on a vu le plus de filles possible, sans se dire au préalable, tiens, elle, on la voit pour Soukaina, elle, on la voit pour Fatia. En fait, on rencontrait des filles, certaines professionnelles, certaines pas professionnelles. Je crois qu'on en a brassé énormément, je crois plus d'une centaine. Et puis, selon les rencontres, on se disait, tiens, elle, je la vois bien dans tel rapport, dans tel personnage, etc. Et finalement, en fait, Lina Koudry, donc, qui joue Fatia, on l'a vu plutôt vers la fin. Quand elle est arrivée, ça a été quand même assez une évidence. Parce que Lina, c'est une actrice professionnelle qui avait déjà tourné plusieurs projets avant de faire Fatia, et qui depuis a eu le César de la meilleure jeune actrice, la meilleure espoir féminin sur Papicha. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. L'actrice qui joue Soukaina, Maya Zourouki, je l'avais rencontrée parce que j'ai animé des ateliers à 1000 visages, et qu'elle est passée par ce parcours-là. Et Tasnim Jamlaoui, qui joue donc le troisième personnage, Yasmine, on l'a vu en casting un peu par hasard, quoi. Et voilà, elles avaient des expériences plus ou moins grandes par rapport au jeu d'acteur. Lina était clairement la plus expérimentée. Les autres l'étaient un petit peu moins, mais avaient déjà une familiarité avec la caméra. Et Lina, elle s'est imposée tout de suite. En fait, pour une chose très simple, c'est que je crois qu'elle a
compris profondément le scénario et que c'est une des rares actrices dès le casting, m'avoir parlé du scénario, de ce qu'elle avait ressenti. Et elle a pas mal de cousines. Elle a grandi à Aubervilliers. Elle a pas mal de cousines, de cousins-cousines qui habitent toujours là-bas et qui, je pense, pour certaines, étaient voilées. Et elle s'est projetée, en fait, très vite dans le personnage. Et ça a été hyper important pour moi parce que j'ai senti qu'il y avait un truc de la détermination de Fatia, de la violence aussi de ce qu'elle pouvait ressentir, auquel elle connectait immédiatement. Et après, quand je me suis dit, tiens, ça va être Lina, le personnage principal, j'ai construit en fait les cousines et les copines en fonction et en essayant de trouver des binômes où il y a le plus d'écoute, il y a le plus d'affection en fait aussi entre elles pour que on croit en fait à cette amitié alors qu'en fait le film est très court, le film fait 17-18 minutes et en 17-18 minutes il fallait qu'on arrive à croire que ces trois-là étaient copines, étaient proches et que c'était un lien sincère, important, réel et tout ça. Donc ça c'est ce que j'ai cherché en casting beaucoup. Plus que la personne même, j'ai cherché la relation en fait entre les actrices. En fait, il y avait deux volontés derrière ce choix. La première volonté, c'était de faire une forme de huis clos. Parce qu'en fait, le film commence, elle rentre dans le supermarché, il se termine, elle est toujours au supermarché, elle est au toit du supermarché, mais c'est toujours le supermarché. Et donc, je voulais créer quelque chose finalement assez anxiogène, quelque part, dans ces déambulations dans le supermarché dans lequel elle se perd, elle se retrouve, etc. Donc voilà, je voulais accentuer cette idée du huis clos. Et donc ça avait pour conséquence qu'on n'allait pas aller à la fête foraine ou sortir dans un autre espace. Ça, c'était un des premiers points directeurs. L'autre chose, c'est que, en ayant passé quand même beaucoup de temps avec des adolescents et puis en étant moi-même connectée avec un smartphone, etc., je suis toujours frappée par une sorte d'omniprésence des réseaux sociaux, des messages, des FaceTime, de toutes les déclinaisons qu'il peut y avoir par Snapchat ou autre, par l'omniprésence en fait que ça peut avoir dans nos vies aujourd'hui et dans celles des adolescents. Encore plus. Et je trouvais que c'était un défi un petit peu de cinéma parce que souvent on dit le téléphone c'est pas cinématographique. C'est quelque chose qui revient souvent quand on écrit un scénario, un producteur ou un lecteur va vous dire ouais mais les scènes au téléphone c'est toujours un petit peu chiant, ce qui est en partie vrai et en même temps moi je trouve qu'il y avait un vrai potentiel de mise en scène là-dedans, mais qu'il fallait arriver à transformer ce truc qui est un écran de téléphone qui est moche en quelque chose de graphique et d'intéressant. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de mettre les textos très très gros en surimpression de manière très graphique avec un jeu de couleurs qui est repris tout au long du film et de passer aussi en plein cadre quand on est dans les FaceTime ou dans les messages vidéo pour accentuer un petit peu ce côté très, très graphique en fait de la chose. Moi, je voulais une fin douce amère. Je voulais raconter, par le fait justement qu'elle soit assise de l'autre côté de la barrière, qu'elle filme le vide sous ses pieds avec son téléphone, etc. Je voulais transmettre quelque chose de l'impact de cet événement. Que c'était pas quelque chose d'anodin, en fait, c'est quelque chose qui l'avait quand même perturbé à plusieurs endroits. Mais je voulais aussi rester sur une fin plus positive avec le retour de Soukaina qui vient la chercher et leur retrouvaille. Après, je ne sais pas s'il y a un message. En tout cas, j'ai pas l'impression de faire des films pour donner un message clair qui serait quelque chose, je sais pas, soit de politique ou de revendicatif. Au contraire, c'est plutôt l'ambiguïté des relations humaines qui m'intéresse. Mais ce que je trouvais quand même important, c'était voilà, que le personnage ne se retrouve pas absolument seul à la fin en ayant tout perdu, où j'avais l'impression un peu de le condamner, mais de dire que, mine de rien, l'amitié, dans les moments durs, ça pouvait être la chose qui nous permet de rebondir. Parce qu'en fait, elle est assez bloquée, Fatia, dans cette situation. Elle ne va pas aller retrouver la fille, à retrouver la mère de famille et lui casser la gueule. C'est pas de ça dont il s'agit. Donc, mais retrouver son amie et de partager finalement quelque chose avec elle, c'est quelque chose qui peut l'aider aussi, je pense, sur l'après-film, en fait, sur le hors-champ du film.